Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore la présence de Coca-Cola au Maroc. On s'appuie sur des éléments d'un rapport d'enquête assez détaillé. Oui, C'est une marque omniprésente là-bas. Mais comment ça fonctionne vraiment? Quel modèle économique et puis quels impacts? c'est ça. On va regarder de près comment l'entreprise a en fait consolidé sa position pour devenir quasi exclusive, comment elle produit localement, Mhm. et surtout les grosses questions environnementales et sociales, particulièrement dans un contexte marocain de stress hydrique très aigu. D'accord, alors on décortique ça. Notre mission, comprendre un peu les rouages de cet empire au Maroc. Allons-y. Tout commence avec la structure, assez classique finalement, de Coca-Cola Company, TCC, qui fournit le concentré. Le fameux concentré secret, oui. Voilà. Et puis le partenaire embouteillant local qui gère tout le reste, production, distribution. Au Maroc, ce partenaire clé, c'est Equatorial Coca-Cola Bottling Company, ECCBC, basé à Casablanca. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la stratégie délibérée de consolidation. Avant 2022, le marché était plus fragmenté, il y avait plusieurs acteurs. Ah oui? Oui. Et leur achat par ECCBC d'Atlas Bottling Company, qui appartenait avant à Diana Holding, ça a été crucial. Ça a permis à ECCBC de devenir l'unique embouteilleur sur tout le territoire. D'accord. Et ça correspond parfaitement à l'objectif global de TCC. Un seul partenaire par pays. Forcément, ça crée un monopole de fait et un levier immense. Et cette production, elle est donc très locale. Ici, CBC a au moins 4 grosses usines, Tanger, Oujda, Casablanca, Marrakech, C'est ça. et une part importante des matières premières est locale aussi. On parle de 66% en 2017, notamment le sucre de Cosumar. Oui, le sucre marocain. Et c'est là que ça devient intéressant, non? Ce sucre, c'est du saccharose, alors qu'ailleurs, Coca-Cola utilise souvent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Exactement. Du coup, ça explique peut-être les variations de goût que certains perçoivent. Certains consommateurs marocains disent même noter des changements récents. Tout à fait. L'utilisation d'ingrédients locaux comme l'eau et surtout le type de sucre, betterave ou canne ici, contre maïs ailleurs, ça influence forcément le produit final. Même s'il y a une standardisation forte via des technologies avancées, Nutanix, Evocon, OE pour l'efficacité. Mhm. Mais cette adaptation locale est nécessaire. Et les changements de goût rapportés, ils pourraient venir d'ajustements décidés au niveau central pour des raisons de coût, ou suite aux taxes sur le sucre par exemple, et qui sont ensuite appliqués localement. C'est toujours cette tension en fait entre centralisation et adaptation. Parlons un peu chiffres. Le marché des sodas au Maroc, c'est plus de 5 milliards de dirhams. Et Coca-Cola domine largement. Ah oui, largement. Le chiffre d'affaires du système Coca-Cola dépassait déjà 3,5 milliards en 2017 et la notoriété spontanée, 59%. C'est énorme. L'entreprise met en avant son impact local, les achats locaux, 1,8 milliard de dirhams en 2017, le soutien à des milliers d'emplois directs et indirects. Oui, et si on regarde un peu plus largement, on voit que ce modèle économique est très lié à l'industrie sucrière marocaine, donc Cosumar. Qui est elle-même soutenue par l'État. Exactement, via des prix administrés notamment. Donc Coca-Cola bénéficie d'un approvisionnement en sucre stable et local. Mais, revers de la médaille, ça la rend aussi vulnérable aux politiques publiques. Comme les nouvelles taxes sur les boissons sucrées. Précisément. Ça peut impacter directement les coûts ou même forcer à revoir la formulation des produits. Bon, alors là, on touche un point sensible, l'environnement. L'eau d'abord. Le Maroc fait face à une crise de l'eau vraiment sévère. On est sous les 600 mètres cubes par habitant et par an. Oui, c'est très en dessous du seuil de stress hydrique critique. Et Coca-Cola communique beaucoup sur ses projets de gestion de l'eau. Le fonds Cebu, par exemple, ils affirment même restituer 110% de l'eau utilisée dans leur processus. Oui, et c'est là qu'une question importante se pose. L'ampleur de la crise de l'eau au niveau national, avec un déficit qui se compte en milliards de mètres cubes. Ça relativise quand même la portée de ces initiatives, même si elles sont positives en soi, et surtout cette notion de restitution. Est-ce que restituer de l'eau dans un bassin versant comme le Cebu, ça compense réellement le prélèvement qui est fait dans une autre région? Une région potentiellement très stressée, près des usines de Marrakech ou de Casablanca. Ah oui, vu comme ça, l'eau, c'est une ressource locale, en fait. Voilà, exactement. Elle ne se transporte pas comme ça.
Donc il y a un risque, disons, de greenwashing si on ne met pas en perspective l'échelle des projets par rapport à l'échelle du problème et surtout par rapport à la localité de l'impact. Et on trouve un peu la même critique pour le plastique, j'ai l'impression. L'initiative Un monde sans déchets, le but c'est le recyclage, la collecte. C'est ça. Au Maroc, il y a des projets concrets, comme à Tanger, 422 tonnes collectées en un an, c'est mentionné. Oui, mais 422 tonnes. Il faut rapporter ça aux centaines de millions, ou peut-être même milliards de bouteilles PET que le système Coca-Cola met sur le marché marocain chaque année. D'accord. La proportion est minime. Voilà. La critique de fond, c'est que ça s'attaque aux déchets, aux symptômes visibles, mais ça ne remet pas en cause la cause première. La production massive de plastique à usage unique. Un dernier point abordé dans les sources, c'est les conditions de travail. L'entreprise communique sur un environnement positif, respectueux du droit marocain. Oui, ça c'est la communication officielle. Mais ce qui est frappant quand on analyse les sources disponibles, c'est le silence. Le silence. Oui, une absence assez notable d'informations indépendantes sur la vie syndicale, les négociations collectives, d'éventuels conflits sociaux au sein des usines ou de la distribution des CCBC au Maroc. D'accord. Et ce silence est significatif. Sans données externes, il est très difficile de vérifier l'image que l'entreprise projette. Quelle est l'expérience réelle des travailleurs ? C'est un peu une boîte noire. Bon, alors, si on essaie de résumer, Coca-Cola au Maroc, c'est clairement une histoire de succès stratégique, une consolidation impressionnante du marché, Oui, avec une intégration économique locale forte via les achats, l'emploi. indéniablement. Mais c'est aussi une histoire de tensions qui montent. Des tensions avec les limites environnementales d'un pays qui manque d'eau et qui croule sous le plastique. Et le fait qu'ICBC soit maintenant l'acteur unique, eh bien, ça concentre tous ces risques, toutes ces pressions sur une seule et même entité. Ce qui nous laisse avec une question un peu en suspens pour l'avenir, non ? Ce modèle, très efficace économiquement, c'est sûr, mais aussi très gourmand en ressources naturelles et générateur de déchets, est-il vraiment durable à long terme, surtout dans le contexte marocain spécifique ? C'est la grande question. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse.